Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ouvrir une filiale aux États-Unis. Je suis Nicolas Bernard Masson, dirigeant de la société Masson International, société qui représente l'État de Pennsylvanie en France, Suisse et Belgique. Nous recevons dans cet épisode du podcast Paul Valentin Pitou, Manager of Partnerships and VC Relationships pour l'Université de Pittsburgh. Paul Valentin va nous parler des collaborations et partenariats université-entreprise aux USA, comment ils fonctionnent et ils sont mis en place. Nous évoquerons les questions de propriété intellectuelle dans le cadre de ces partenariats aux États-Unis et enfin la commercialisation de produits liés à ces partenariats. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser votre avis afin de nous aider à faire connaître ce dernier. Ça nous aiderait beaucoup et je vous remercie par avance. Je vous souhaite une très bonne écoute. Donc, bienvenue Paul Valentin dans l'épisode du podcast. Je suis ravi de t'accueillir. Merci Nicolas. Paul Valentin, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, de ton parcours professionnel, de tes diplômes, etc. Alors, je suis né à Paris. J'ai grandi en Bretagne. J'ai passé le bac. J'ai fait ensuite une école de commerce où j'ai eu l'opportunité de travailler en Allemagne et au Canada. En 2009, je suis parti à Londres où j'ai fait un master en relations internationales. J'ai ensuite travaillé pour une société de fournisseurs de données et d'informations dans la gestion d'actifs. J'étais notamment responsable de la France, du Luxembourg, de Monaco et de la Suisse francophone. Et je faisais le tour des banques privées, des family office, des fonds de pension. Et en 2016, ma compagne, qui est de Pittsburgh, et moi avons décidé d'emménager à Pittsburgh. Et donc, je travaille depuis un peu plus de 3 ans pour l'université de Pittsburgh, où je fais du business development pour l'université. Donc, je me concentre notamment beaucoup sur le développement des relations avec des investisseurs type venture capital risk, pour qu'ils investissent dans les startups et dans les technologies de l'université. Et je suis en train de finir mon MBA que j'ai entrepris en août 2017 à l'université de Pittsburgh. Est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu de l'université de Pittsburgh et donner quelques domaines d'excellence de l'université, ou dans quel domaine vous êtes fort? Donc, l'université a été fondée en 1787. C'est une des plus anciennes universités du pays. Je pense que c'est dans les 20 plus anciennes universités. Il y a 35 000 étudiants, 16 écoles, dont une école de médecine et une école d'ingénieurs. L'école de médecine est sûrement la plus reconnue du campus. Donc, chaque année, le NIH, l'Institut américain de la santé, NIH, la classe dans le top 5 des écoles de médecine aux US. Pour te donner une idée, l'année dernière, le NIH a donné plus de 500 millions de dollars à l'université pour faire de la recherche à l'école de médecine. Les domaines de compétences, notamment, se situent dans la médecine de précision, médecine personnalisée, donc tout ce qui tourne autour de l'ADN, la médecine régénérative, donc tout ce qui tourne autour des tissus et des cellules souches. On a également beaucoup de compétences dans les maladies liées au vieillissement, également dans tout ce qui touche à la santé des femmes. À Pittsburgh, on a le plus gros centre de recherche dans ce domaine aux États-Unis, le Maggie Women's Research Institute. On est également très compétent dans l'immuno-oncologie, donc le traitement des cancers, également dans l'ophtalmologie. Notamment, on a recruté il y a quelques années un médecin français qui est mondialement reconnu, Dr José Alain Sahel. Et enfin, on est compétent dans tout ce qui touche au numérique dans la santé, donc le traitement de données, etc.
Et une des spécificités de l'Université de Pittsburgh, c'est son affiliation avec le centre médical UPMC, qui est l'acronyme de University of Pittsburgh Medical Center. Et les deux organisations, en fait, sont séparées au milieu des années 90 pour des raisons administratives, mais elles restent liées. Donc, il y a 1500 médecins qui travaillent et pour UPMC, donc le système hospitalier, et l'université, donc Pitt. Donc, quand ils font de la recherche, c'est pour le compte de l'université. Quand ils s'occupent de patients, c'est pour le compte de l'hôpital, de UPMC. Et aujourd'hui, UPMC a plus de 40 hôpitaux dans le monde et c'est plus de 20 milliards de dollars de revenus. Et justement, avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, par rapport à UPMC, l'avantage de l'Université de Pittsburgh, c'est d'avoir un petit peu ce domaine un peu tripartite entre l'hôpital, l'assurance, l'université, où justement les sociétés étrangères peuvent un peu évoluer et travailler, faire de la recherche là-dessus. Alors, tout à fait, l'avantage, c'est quand une société, quand on crée un partenariat avec une société autour de la recherche, elle a accès au théorique, donc plus le côté de l'université, la pratique, donc le côté hospitalier, donc les patients, les données, etc., liées au traitement des patients, etc. Ok, ça c'est vraiment un point pour moi qui est assez important de cette relation entre UPMC et Pitt. Maintenant, sur la collaboration entre les entreprises et les universités aux États-Unis, ce qui est le sujet de cet épisode aujourd'hui, est-ce que les collaborations entre universités et entreprises sont fréquentes aux États-Unis? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des différences avec l'Europe? Pour les différences avec l'Europe, je ne peux pas trop te dire parce que je n'ai jamais travaillé pour une université en Europe, mais aux États-Unis, du moins, effectivement, les relations, les collaborations sont très fréquentes. Pour te donner une idée, les sociétés se mettent même en contact avec nous avant de s'installer dans la région. Donc, et on travaille également avec la ville de Pittsburgh et avec l'État de Pennsylvanie pour attirer des sociétés dans la région. Donc, comme on a pu le faire avec le HQ2 d'Amazon, le siège d'Amazon sur la côte Est, que l'on a perdu, malheureusement. Mais plus globalement, les sociétés veulent attirer les meilleurs profils. Donc, elles sont très actives pour se faire connaître des étudiants. Puis, les sociétés utilisent également les universités pour de la recherche, pour du R&D, recherche et développement, parce qu'elles n'ont pas forcément toutes les compétences dans tous les domaines. Et l'université a plus de 3000 professeurs dans des domaines très variés. Donc, elles font appel aux universités pour les aider à innover. Et comment est-ce que tu organises ce partenariat entre les universités et les entreprises? Est-ce que vous mettez en place des contrats spécifiques? Ça touche uniquement la recherche ou vous avez d'autres types de coopération, par exemple? Oui, alors on a plusieurs types de collaboration. Je vais te donner la liste. Le premier type de collaboration, c'est sur la recherche. Donc, pour te donner une idée, Pitt, en 2019, a dépensé près de 900 millions de dollars dans la recherche. La majorité est financée par les agences fédérales type NIH, le DoD, le département de la Défense, mais une partie vient des sociétés. L'université est également détenteur de brevets d'innovation que l'on commercialise à travers de licences qui donnent justement le droit aux sociétés d'utiliser ces brevets. Donc, pour te donner une idée, Pitt s'est vu remettre en 2019 91 brevets. Et on a en moyenne une déclaration d'innovation par jour de la part de la faculté. Donc, on analyse ensuite ces déclarations et on décide ensuite si on veut déposer un brevet ou non. Mais à un moment, l'année dernière, on avait plus de 600 contrats de licence actifs. Donc, c'est des contrats sur plusieurs années, mais c'est pour te donner une idée, donc 600. On a également un service de rémunération à l'acte. Donc, je peux donner par exemple
dans les sous-sols de l'école d'ingénieurs à Pitt. On a plus d'une dizaine de machines-outils, d'imprimantes 3D, etc. Donc, c'est des machines qui coûtent des millions de dollars. Certaines sociétés n'ont pas les moyens d'acheter ce type de machine, donc elles ont la possibilité d'utiliser les nôtres à un tarif donné. Donc, et c'est également le cas pour certains de nos laboratoires, etc. On a également chaque année l'université crée une quinzaine de startups, entre 15 et 20. Et les sociétés, et même des investisseurs, encore une fois type VC, peuvent être intéressés pour investir dans ces startups et même certaines pour les acquérir. Il y a beaucoup de philanthropie également. Les sociétés font des dons à l'université. Les sociétés sponsorisent également nos équipes de foot, nos équipes de basket, etc. Donc dans nos enceintes sportives, mais également à la télé, puisque les matchs sont télévisés. L'université est également acheteur de matériel, d'équipements, de nourriture, etc. Donc les sociétés nous approchent tous les jours pour vendre leurs produits et services. Les sociétés sont également intéressées par nos formations, type MBA, mais également on a des formations sur tout ce qui est cybersécurité. Donc elles sont intéressées pour envoyer leurs employés se faire former. Et enfin, les sociétés recrutent sur le campus, elles interviennent lors de séminaires, elles participent à des compétitions étudiantes en tant que juges. Donc, encore une fois, très souvent, ce qui les intéresse le plus, c'est d'être visible sur le campus pour se faire connaître des étudiants. D'accord. En fait, c'est un panel de services qui est vraiment très, très, très large. Services et partenariats. Oui. Et encore une fois, c'est du donnant-donnant. Comme je te dis, l'université achète et les sociétés veulent recruter et veulent externaliser leur recherche et développement. Donc, c'est donnant-donnant. Et du coup, au niveau des contrats, c'est aussi très flexible. Vous avez des tout petits contrats à l'acte, comme tu disais, mais aussi des contrats de plus long terme pour vraiment développer des projets de recherche et développement en commun, par exemple. Oui, ça dépend du partenariat. Donc, par exemple, pour l'utilisation d'un brevet, il y a bien évidemment un contrat. C'est la même chose pour la recherche. Et dans un contrat de licence, de façon générale, tu trouves une somme fixe à régler à la signature du contrat, des frais de maintenance annuels, notamment pour couvrir les frais liés au brevet. Et ensuite, l'université reçoit des royalties sur les ventes de produits qui est lié au brevet ou à l'innovation. Donc, la durée du contrat est négociée entre la société et l'université, mais il n'y a pas de durée fixe, ça dépend des contrats. Mais par exemple, si une société intervient dans une classe MBA ou participe à une compétition en tant que juge, dans ces cas-là, il n'y a pas de contrat. Est-ce que tu aimerais imager un petit peu ces contrats avec quelques exemples pour nos auditeurs? Sur des contrats de licence, je peux donner deux exemples qui sont les plus connus et qui ne sont pas de Pitt. Donc, il y a la boisson Gatorade. C'est une boisson énergisante que les sportifs utilisent ici. Je crois que c'est plutôt commercialisé sur le continent plutôt américain. Donc, la recette a été conçue au sein de l'université de Floride il y a plus de 50 ans. Et elle avait été conçue pour leur équipe de foot qui s'appelle les Gators, les alligators en français, d'où le nom Gatorade. Une société a payé pour pouvoir utiliser la recette et commercialiser la boisson hors université. Et aujourd'hui, ça appartient au groupe PepsiCo. Et pour te donner une idée, donc l'université a touché plus de 300 millions de dollars en royalties depuis le contrat a été signé. Et les inventeurs, donc les professeurs de l'université, ont touché plus d'1 milliard de dollars en royalties sur les ventes de Gatorade. L'autre exemple très connu, c'est Google. Donc les algorithmes derrière le moteur de recherche proviennent de l'université de Stanford. Et également, il y
y a de nombreux médicaments qui ont été développés au départ dans des laboratoires universitaires, comme le Lyrica à Northwestern et le Remicade à NYU. Sinon, je peux te donner un exemple plus local. Il y avait une société dans la région qui avait besoin de repenser le design d'un de ses produits. On lui a proposé de participer à un projet de 4 mois avec les étudiants donc, du cursus ingénierie mécanique. Donc la société a présenté aux étudiants le défi à relever, les paramètres à prendre en compte. Et pendant 4 mois, les étudiants et la société ont travaillé ensemble sur le nouveau design. Et pour ce projet, la société a déboursé quelques milliers de dollars, mais elle a atteint plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est un nouveau design a été conçu. Le deuxième objectif, c'est la société s'est fait connaître auprès des étudiants. Le troisième objectif atteint, c'est qu'elle s'est positionnée pour recruter certains de ses étudiants. Et comme on dit souvent, c'est souvent plus efficace que de juste venir à un forum de l'emploi sur le campus, puisqu'ils ont travaillé ensemble pendant 4 mois. Et ensuite, la société, les ingénieurs m'ont dit qu'ils avaient pris plaisir à interagir avec les étudiants. Donc, c'était vraiment, encore une fois, gagnant-gagnant pour les étudiants et pour la société. Sinon, on a des contrats de recherche avec tous les plus gros groupes pharmaceutiques au monde. Je ne peux pas donner de détails là-dessus, mais bon, c'est des contrats qui touchent plusieurs domaines, donc avec l'école de médecine, et c'est des contrats qui sont de quelques milliers de dollars à quelques millions de dollars. Et pour les sociétés internationales ou francophones qui envisageraient de travailler avec Pitt ou avec une autre université américaine, est-ce que, par exemple, vous avez une limite sur la taille de la société? Est-ce que vous travaillez avec des startups internationales ou uniquement avec des grands groupes, justement, ou comment ça s'organise? Non, on travaille avec des groupes de toute taille. J'étais cette semaine en discussion avec une société basée en Suisse, une société de moyenne taille. Mais il n'y a pas de taille particulière, il n'y a pas de restriction en termes géographiques. D'accord. Et justement, au niveau de la recherche, ça implique forcément la propriété intellectuelle. Comment est-ce que vous organisez ça? Comment est-ce que vous structurez cela? Et comment vous travaillez en bonne intelligence avec les sociétés partenaires? Donc ça dépend de l'accord entre les parties. Dans le contrat, il est indiqué qui est le propriétaire de la propriété intellectuelle, et l'université suit la loi américaine en la matière. Donc, dans le cadre d'une collaboration avec une société, si l'invention appartient à l'université, si elle est uniquement élaborée par l'université, elle appartient uniquement au partenaire si elle est uniquement élaborée par le partenaire, et elle appartient conjointement aux deux entités, donc l'université et le partenaire, si elle a été développée conjointement. La durée d'une licence est négociable, mais typiquement, elle correspond à la durée de vie d'un brevet. Donc, 20 ans, ça c'est standard à travers le monde. Mais bon, la durée ça peut aller jusqu'à plus de 20 ans si le contrat touche sur une famille de brevets. Mais encore une fois, ça dépend du contrat. Ok. Et justement, après la propriété intellectuelle vient la commercialisation des produits. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sujet-là? Je n'ai pas grand-chose à te dire là-dessus. L'université n'aide pas à la commercialisation du produit. C'est à la société, aux partenaires de s'en occuper. Donc, c'est aux partenaires de mener la procédure, et c'est également aux partenaires d'obtenir l'obtention de l'accord des autorités concernées. Donc, nous, on développe la technologie, et c'est aux partenaires de s'occuper de sa commercialisation. D'accord. Juste pour être bien clair, y compris la FDA, par exemple pour les produits médicaux, comme je sais que vous êtes très fort là-dedans, également vis-à-vis de la FDA. Également.
Après, on a des documents, on fournit des documents aux autorités concernées. On travaille avec les sociétés, on fournit les documents nécessaires, mais c'est à la société de s'occuper de la commercialisation. Ok, c'est très clair. Est-ce que, Paul Valentin, tu aimerais partager d'autres choses sur l'université Pitt, un petit peu en conclusion de cet épisode, sur que ce soit vos domaines d'excellence, peut-être des nouveautés, des news vis-à-vis de vos partenariats entreprises? Non, je peux te dire qu'on travaille toujours sur l'élaboration d'un vaccin pour le Covid, que l'université rouvre cette semaine et qu'on est prêt à accueillir les 35 000 étudiants, même si la plupart des classes pour le moment se feront online. Est-ce que toi, je prends cette question un peu sur le volet, mais est-ce que vous avez adapté une certaine méthodologie de travail maintenant qu'il y a un peu moins de voyages, un peu moins de rencontres physiques par rapport au partenariat entreprise? Ça se fait, je pense, comme beaucoup de personnes, tout se fait beaucoup maintenant via Zoom, Microsoft Teams, etc. Niveau communication, il n'y a pas eu on n'a pas été trop affecté. On parle toujours régulièrement avec les sociétés. C'est juste qu'on perd le face-to-face. Il n'y a plus de rencontres en personne. Toutes les grosses conférences auxquelles on participe, donc la conférence Bio en mai. Du coup, ça n'affecte pas la recherche et développement? Si, l'année dernière, donc entre mai et juin, du moins notre année fiscale se finit en juin. L'université, les chiffres que l'université rapporte sont sur les dollars dépensés dans la recherche. Donc, quand les laboratoires sont fermés, la recherche n'a pas lieu. Donc, sur les chiffres donc jusqu'à juin qui ne sont pas publics pour le moment, on a sûrement perdu. On n'a pas dépensé peut-être je veux dire 50-60 millions de dollars qu'on aurait dépensé dans la recherche parce qu'elle aurait eu lieu entre mai et juin. Là, ça n'a pas eu lieu. Donc, certains domaines de recherche sont mis en pause, bien évidemment, puisque la priorité, c'est la découverte d'un vaccin pour le Covid. Ok, je comprends. Merci beaucoup, Paul Valentin, pour l'épisode du podcast. Où est-ce que les auditeurs pourraient te retrouver sur LinkedIn, peut-être par email? Est-ce que tu souhaites partager tes contacts avec les auditeurs? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, sur LinkedIn. Et sinon, mon adresse email, donc pmp43@pit.edu. Super. Merci beaucoup, Paul Valentin, en tout cas. Merci, Nicolas.